Mes chers amis, bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode des routes de l'électron. Nous allons explorer aujourd'hui et dans les prochains numéros la matière elle-même et à travers elle, les connaissances acquises au fil des siècles en matière de concepts atomiques. Pourquoi, me direz-vous? Parce que nous pourrons plus librement parler de conductivité de la matière et de semi-conducteurs. Alors, asseyez-vous confortablement, abonnez-vous, et je vous retrouve après le générique. Toute matière est constituée d'atomes. Je suis constitué d'atomes, vous êtes constitué d'atomes, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes, même l'air que nous respirons. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie que l'on ne peut diviser, parce qu'il y a 2500 ans, c'est ce qui a été imaginé par des savants grecs. Oui, déjà, dans la Grèce antique. En fait, les atomes ne sont pas des particules élémentaires, et sont par conséquent divisibles. Ils sont eux-mêmes composés de particules que nous connaissons bien mieux aujourd'hui qu'il y a plusieurs dizaines de siècles. Parmi ces particules, nous avons les nucléons, qui composent le noyau de l'atome. Il existe deux types de nucléons, le proton et le neutron. Le proton possède une charge élémentaire électrique positive. Et soyons fous, sortons les grands mots, il fait partie de la famille des fermions. Le proton n'est pas une particule élémentaire, il est composé de 3 particules, 2 quarks up et 1 quark down, les joies de l'infiniment petit. Un quark up a une charge électrique égale à 2/3 d'une charge électrique élémentaire positive et un quark down a une charge électrique égale à 1/3 d'une charge électrique élémentaire négative. Le neutron est, lui, électriquement neutre. Il fait lui aussi partie de la famille des fermions. Et ce n'est pas une particule élémentaire non plus, car il est composé de 3 particules, 2 quark down et 1 quark up. En gros, les neutrons sont là pour lier les protons qui, sans eux, se repousseraient du fait de leur charge positive. Concernant les protons et les neutrons, les physiciens ont l'habitude de les considérer comme deux états de la même particule, le nucléon. Mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un numéro sur la génération électrique par le nucléaire. Et autour du noyau gravitent les électrons. L'électron possède une charge élémentaire négative et il fait lui aussi partie de la famille des fermions. Et c'est une particule élémentaire. Du moins, les scientifiques n'ont pas trouvé de sous-particules qui le composent, comme ça a été le cas pour le neutron et le proton. Voilà ce que nous pouvons dire des atomes, en gros. Et ça, c'est ce que nous connaissons maintenant. Et si nous remontions le temps pour voir tout le chemin parcouru? Faisons donc un petit historique pour revenir au moment excitant où les découvertes se sont succédées et où la matière a été interprétée puis déchiffrée. Bon, allons-y! Remontons dans la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère. Les philosophes grecs Leucippe de Milet et son disciple Démocrite d'Abdère ont à cette époque l'intuition de l'atomisme. La matière est selon eux composée de petits grains si minuscules que seuls ils sont invisibles. Et pour eux, ces petits grains, ils sont indivisibles et c'est pour ça qu'ils les appellent les atomes. Alors selon leur conception, les atomes sont éternels, pleins et ayant une infinité de formes. Ils s'associent les uns aux autres grâce à des petits crochets plus ou moins souples, selon la nature du matériau. Oh, salut Ben, merci pour ton intervention. C'était juste un petit coucou, je dois filer, à plus. À bientôt Ben, tu es toujours le bienvenu. Ben de la chaîne Nota Bene, que vous aurez bien sûr reconnu. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, si c'est possible, hâtez-vous d'aller voir sa chaîne, l'adresse est en description. Non, pas maintenant, à la fin de la vidéo. Bref, à la même époque que Leucippe et Démocrite, Anaxagore de Clazomène, un autre philosophe grec, avait une pensée légèrement différente. L'atomisme de Leucippe et Démocrite ne le satisfaisait pas entièrement, car pour lui, la matière est divisible à l'infini. Il fit la citation suivante. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent à nouveau.
Ça ne vous rappelle pas le fameux « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » d'un certain Antoine Laurent de Lavoisier dont on va parler prochainement? Avant Leucippe et Démocrite, d'autres penseurs grecs cherchèrent à connaître l'élément primordial. Pour le philosophe du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, Thalès de Milet, il s'agissait de l'eau. Pour un autre philosophe grec du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, Héraclite d'Éphèse, il s'agissait du feu. Pour un autre philosophe grec du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, Anaximène de Milet, il s'agissait de l'air. Sur ce, Empédocle d'Agrigente, au 5e siècle avant Jésus-Christ, développa les points de vue de ses prédécesseurs et affirma que la matière était constituée de 4 substances incréées et impérissables: l'eau, la terre, le feu et l'air. Philolaos de Crotone, philosophe, mathématicien et astronome grec, disciple de Pythagore de Samos, imprégné des théories mathématiques de son mentor et soutenant les idées d'Empédocle, fit la remarque que la nature élémentaire des corps devait dépendre de leur forme. Ainsi, il fit correspondre à chaque élément des polyèdres réguliers. Le tétraèdre pour le feu, le cube pour la terre, l'octaèdre pour l'air et l'icosaèdre pour l'eau. Un 5e polyèdre, le dodécaèdre, fut associé aux astres. Platon, disciple de Socrate, reprend la philosophie de Philolaos et publie ses recherches dans le Timée, avec le 5e élément comme étant l'univers. Il fit le constat que chaque forme géométrique peut être obtenue à partir de triangles. Ainsi, selon Platon, il était possible de passer d'un élément à l'autre du point de vue géométrique. Étonnant mariage entre Empédocle et ses 4 éléments et Démocrite et son atomisme. Cela ne vous fait pas penser aux combinaisons moléculaires avant l'heure? Cependant, c'est Aristote, disciple de Platon et fondateur du lycée, qui aura quasiment le dernier mot. Pour lui, les êtres, et par les êtres il entendait les corps animés, les corps inertes ou même imaginaires, étaient composés d'une matière et d'une forme. Et par matière, il entendait la combinaison des éléments terre, air, eau et feu. Aristote introduisit aussi les qualités élémentales obtenues par la combinaison des 4 éléments, le sec, le chaud, l'humide et le froid. Ces qualités permettent aux éléments de communiquer entre eux. Puis, le 5e élément, la quintessence, était l'éther, tiré du nom du dieu primordial grec Éther, dans lequel baignait la sphère céleste. Et cette croyance de l'éther perdurera pendant très longtemps, tout comme les 4 éléments. Le philosophe grec Épicure croyait à la fin du 4e siècle de notre ère, tout comme Démocrite avant lui, à l'atomisme, et croyait donc que la matière était constituée d'atomes qui se déplaçaient dans le vide pour s'agréger les uns avec les autres. Pour Épicure, l'âme même ainsi que les dieux étaient constitués d'atomes, contrairement à la conception spirituelle. Il introduisit la notion de clinamen, une déviation aléatoire des atomes qui leur permettait de s'entrechoquer pour se combiner. Cependant, les théories d'Aristote restèrent la référence dans plusieurs domaines au Moyen-Âge. Dans la scolastique, cette philosophie médiévale qui visait à concilier la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Jusqu'à ce qu'un courant de pensée anti-aristotélicien fasse son apparition à la Renaissance, avec des personnages comme le théologien, philosophe et pédagogue Juan Luis Vives, qui au XVIe siècle critiqua vivement l'œuvre d'Aristote. D'autres savants remirent en question les théories d'Aristote, comme Galiléo Galilée, qui dès 1590, dans De Motu, admit l'atomisme de Démocrite et d'Épicure. Giordano Bruno, un fameux personnage du XVIe siècle et très en avance sur son temps, s'en prend violemment à Aristote et aux aristotéliciens dans son ouvrage Cabala dal Cavallo Pegaseo, puis en 1591 dans Triplici Minimo et Mensura et dans Des monades, numéros et figura. Il parle de la monade, du grec monas, qui signifie l'unité, qui est pour lui le point mathématique mais aussi l'atome en physique. Même Léonard de Vinci remit lui aussi Aristote en question, tout comme Pierre Gassan ou Pierre Gassendi, mathématicien, philosophe, théologien et astronome français, qui avait été influencé par l'œuvre d'Épicure qu'il entreprit de réhabiliter. Gassendi soutenait l'existence du vide et du fait que la matière était constituée d'atomes. Cependant, il exclut d'emblée la notion de clinamen, comme quoi l'agglomération des atomes était due
au hasard, notion propre à l'atomisme épicurien, au profit de l'action divine. Il affirma que la conception divine de l'univers n'était pas incompatible avec la pensée épicurienne. Cependant, il ne croyait pas au caractère éternel de la matière. Les atomes, créés par Dieu en quantité finie pour construire le monde, n'étaient jamais au repos. En 1649, il définit la notion de molécule comme étant une composition préalable d'atomes et la semence des choses diverses. René Descartes, avec qui Pierre Gassendi se chamaillait souvent au sujet, entre autres, de l'existence ou non du vide autour des atomes, fit lui aussi ressurgir la notion atomique. Pour Descartes, les atomes pouvaient s'accrocher les uns aux autres grâce à des sortes d'agrafes et de portes. Et pour la petite histoire, c'est de là que vient le terme d'atome crochu. En 1661, le physicien et chimiste irlandais Robert Boyle, qui allait établir la loi de la compressibilité des gaz parfaits l'année suivante, approuva l'approche de Gassendi en s'opposant fermement à la théorie aristotélicienne des éléments. Cependant, pour Boyle, l'atome, bien que indestructible, n'était pas indivisible, d'où le fait qu'il utilisera que très rarement le mot atome. Dans son ouvrage The Skeptical Chemist, publié en 1661, Boyle présente l'hypothèse selon laquelle la matière était composée d'atomes en mouvement et que chaque phénomène résultait de collisions de molécules également en mouvement. Le philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien britannique Isaac Newton, ami de Robert Boyle, expose dans l'édition de 1704 dans son ouvrage Optics sa conception de la matière. Il me semble probable que Dieu, au début, a formé la matière en particules solides, massives, dures, impénétrables, mobiles, de telle taille et figure, et avec de telles autres propriétés, et en proportion de l'espace, comme la plupart conduites jusqu'à la fin pour qu'il les a formées. Et que ces particules primitives, étant solides, sont incomparablement plus dures que tous les corps poreux qui en sont composés, même si durs qu'ils ne doivent jamais s'user ou se casser en morceaux, aucun pouvoir ordinaire ne pouvant diviser ce que Dieu lui-même a créé lors de la première création. Il est d'accord avec Boyle pour définir les corps comme étant composés de matière simple et dure. Il ne partageait cependant pas l'idée de la divisibilité de la matière, car cette notion n'était pas constatée dans la nature. Newton évoque une force attractive agissant pour opérer des combinaisons chimiques, comme il l'explique dans Optics. Les particules s'attirent les unes aux autres par une force qui, au contact immédiat, est très forte et à de courtes distances crée des réactions chimiques. Il écarte donc l'idée des atomes crochus de Descartes. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette première partie. Si cela vous a plu, lâchez-vous en commentaire, tapez sur le pouce en l'air. Quant à moi, je retourne dans les routes de l'électron et au plaisir de vous y croiser à nouveau. Et d'ici là, mes amis, portez-vous bien. D'Épicure. Giordano Bruno, un famio, ah oui, un famio, bon allez, on y va.